Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue pour cette deuxième saison des Experts au féminin. Nous sommes ravis de vous retrouver après une pause bien méritée. Nous allons retrouver nos experts et une petite nouvelle, enfin petite, mais nouvelle en tout cas pour cette saison. Christina Filitas que nous accueillons pour une rubrique consacrée à la parentalité et à la famille en général, toujours avec cet angle d'analyse socio-économique. Et nous souhaitons bon courage à Maëlle dans ses nouvelles aventures de maman, puisque cette saison, notre amie Maëlle Félix-Henry, qui nous a accompagnés durant la saison 1, va se consacrer à son nouveau bébé et aussi au développement de sa structure IRESA. Cette saison, quelques nouveautés, bien évidemment, plus d'invités, beaucoup plus d'expertise, mais surtout des aspects pratiques pour que vous aussi, de votre côté, vous puissiez avancer dans vos idées business et aussi dans vos projets. Et puis, on va vous inviter à nous retrouver IRL en vrai pour des afterwork, les experts au féminin. Alors restez branchés, c'est tout à l'heure, on va discuter de tout ça. Les experts au féminin, saison 2, c'est parti. Rebonsoir pour cette nouvelle saison des experts au féminin. Je suis Axel Collangean, votre présentatrice, et autour de moi, des expertes. Mesdames, bonsoir. Bonsoir. Joël Badralou, vous êtes encore avec nous pour notre plus grand plaisir et comme d'habitude, nous allons découvrir des choses extraordinaires avec vous. Tout à fait, ravie de vous retrouver. Vous m'avez manqué les filles. Vous aussi. Alors cette saison, on va continuer à parler de tourisme et de gastronomie, mais j'ai ajouté une petite sous-rubrique. On parlera de culture également. Ah, très bien. Il va y avoir de très belles choses dans la Caraïbe et à l'international. On va rêver et parler business culturel aussi. Ça va être très chouette. Christina Filitas, bonsoir. Merci de nous rejoindre. Bonsoir Axel. Alors, l'année dernière, j'avais reçu Christina pour une édition spéciale sur l'éducation des enfants. Elle était accompagnée de Mélanie Romain et nos téléspectateurs avaient adoré l'intervention de Christina. Et donc, c'est tout à fait normal que vous soyez avec nous aujourd'hui, Christina. Merci pour l'opportunité, Axel. Et donc, Bonsoir avec vous, on va parler de parentalité. Ainsi que de la famille. Très bien. On se parle tout à l'heure de tout cela. Bonsoir, Cindy Bajazé. Bonsoir, Axel. Alors, toujours à la tête de Cindy Bajazé Consulting, on parle de quoi avec vous? Alors, avec moi, on parlera entrepreneuriat. L'an dernier, on a accueilli de belles étoiles, des porteurs de projets, des chefs d'entreprise en poste. Et puis, cette année, on va également accueillir des personnes qui ont fait le choix d'abandonner la casquette entrepreneuriale pour des raisons diverses et variées. Et puis, nouvelle touche aussi comme Joël. Je vais aussi décrypter l'actualité judiciaire, puisque des formations professionnelles obligent. On parlera aussi juridique, en fait. Voilà. Excellent. Et puis, on rappelle surtout que le principe de cette émission, même si nous invitons des hommes et des femmes, c'est d'avoir un plateau exclusivement de femmes expertes, donc les chroniqueuses et moi-même, avec cette touche féminine dans des expertises où on a l'habitude de voir que des hommes à la télé et à la radio. Et donc, cela aussi, ça va être très intéressant d'avoir ce décryptage judiciaire. Et malheureusement, l'actualité guadeloupéenne et caribéenne est riche à ce niveau-là. Et j'ai hâte d'entendre ce que vous avez à nous dire à ce sujet. Notre première invitée pour cette saison 2 est une jeune guadeloupéenne. Elle s'appelle Laetitia Christophe. Elle est CEO de l'application Lae. Bonsoir Laetitia Christophe. Bonsoir Axel. Merci d'être avec nous. Dites-nous, qu'est-ce que Lae? Lae, c'est une application qui va permettre de coordonner et de simplifier le retour à domicile post-hospitalisation d'un patient. Donc ça veut dire aujourd'hui que ce retour à domicile après hospitalisation est compliqué?
Oui, aujourd'hui, malheureusement, les outils que les acteurs possèdent vont rester, le téléphone, le papier. Et du coup, avec ces supports, il y aura une perte de chance sur la coordination du retour à domicile. Pour exemple, un patient qui sort d'hospitalisation, on va lui transmettre des ordonnances. Il devra trouver des acteurs pour le prendre en charge. Il devra trouver le médicament qu'il lui faut. Et à chaque étape, il y a une petite perte de chance puisque la coordination n'est pas anticipée. Avec une solution comme la nôtre, via une intelligence artificielle, on arrive à mobiliser tous les acteurs au bon moment et au bon endroit pour que la prise en charge à domicile soit sécurisée. Très bien. Quand vous nous dites perte de chance, de quoi parlez-vous exactement ? Alors, pour être très simple, on va prendre un exemple, une histoire qui me touche particulièrement. C'est l'histoire de Monsieur C, qui est resté 21 jours hospitalisé pour un Covid, tout simplement. Donc c'est très récent. Oui, c'est très récent, c'était durant la crise. Et du coup, au moment de sa sortie, le médecin a essayé de mobiliser une ambulance, pas d'ambulance disponible. Du coup, ça a prolongé son hospitalisation de plusieurs heures. On trouve une ambulance, il retourne à domicile. Son infirmière libérale n'est malheureusement pas prévenue puisqu'elle est en plein soin. Du coup, il arrive avec l'ambulancier sans oxygène déjà mis en place, avec son infirmière qui n'est pas au courant. Deuxième perte de chance. Finalement, on arrive à joindre l'infirmière, elle passe le lendemain très tôt, l'oxygène est installé, mais ce défaut de coordination a créé une décompensation respiratoire chez Monsieur C et malheureusement, le lendemain, il a dû être réhospitalisé. D'accord. Parce qu'en fait, quand on a donc là, la perte de chance se situe sur la mise en place de l'oxygène, qui a été un peu tardive, l'ambulance qui a pris du temps à être mobilisée, l'infirmière qui est passée le lendemain, qui aurait pu réévaluer le taux d'oxygène, augmenter, réduire, enfin faire en sorte que Monsieur C soit confortable. Et de ce fait, le lendemain, il a dû être réhospitalisé. Et en fait, ça fait une perte de chance pour 2 personnes, puisqu'on sait aujourd'hui que les urgences sont embolisées. Ouais. Monsieur C a donc pris ou a retardé la prise en charge de Madame D, qui elle aussi était en urgence vitale. Et nous, on essaye de faire en sorte de réduire le chiffre de ces hospitalisations potentiellement évitables. Très bien. Donc, quand il y a un patient qui sort de l'hôpital, comment ça se passe ? Vous nous avez dit que c'est le téléphone. Bon, il n'y a plus de pigeons voyageurs, encore heureux. Mais avec l'AE, comment ça se passe exactement ? Comment ça fonctionne ? Alors nous, on est une solution qui est portée par la structure dans laquelle le patient est hospitalisé. On se situe dans l'intranet de la structure. Donc en 5 clics, un acteur peut demander et coordonner une sortie. Donc il va indiquer pour quel patient il veut organiser cette sortie. L'AE, via son intelligence artificielle et son interopérabilité avec les systèmes existants, va apprécier l'âge, la pathologie, le lieu de vie du patient pour mobiliser les bons acteurs au bon moment et juste en 5 clics. Donc en 5 clics seulement. Oui. Et cette mobilisation grâce à l'intelligence artificielle et ces 5 clics seulement, ça fait gagner combien de temps concrètement aux patients et à l'hôpital ? Alors effectivement, il y aura 2 regards. Un praticien aujourd'hui, lors de nos audits, prend 25 à 45 minutes pour organiser un retour à domicile d'un patient. Et quand je dis un praticien, souvent les médecins ou les cadres de santé ou les infirmières qui sont en soins. Donc vous imaginez, dans un service, il y a 3 à 4 sorties jour. Donc quand on utilise 45 minutes pour organiser une sortie sur 3 patients, ça réduit vraiment le temps de soins, le temps médical. Et du côté du patient, des fois, c'est 3 à 4 jours qu'on peut lui faire gagner, puisqu'il va arriver, il aura un médicament spécial. Sa pharmacie de ville devra passer la commande au fournisseur pour l'avoir. Et elle sera livrée que le lendemain. Alors que si là, on identifie directement le traitement avec lequel il va sortir, on peut demander à sa pharmacie de le demander la veille pour qu'à sa sortie, il ait directement son traitement. De la même façon que l'infirmière qui était en tournée, là, elle recevra une notification et elle pourra s'organiser pour remettre son patient dans sa tournée. Très bien. Comment avez-vous eu cette idée ? Vous nous avez parlé du cas de Monsieur C. Je me souviens qu'en préparant cette émission, vous
jamais dit « Je suis une enfant de l'hôpital », je vous cite. Oui, absolument. Moi, j'ai grandi à l'hôpital puisque ma mère, elle était médecin, chef de service de la médecine nucléaire, et mon père était à la direction des affaires financières. Donc avant, pendant toute ma vie, j'avais mon bureau à l'hôpital. Donc je gérais dans les couloirs. Et du coup, surtout, même dans nos moments familiaux, mes parents avaient de longs débats sur des solutions qu'ils aimeraient mettre en place pour conserver le prendre soin, c'est-à-dire que les patients se sentent vraiment rassurés, qu'ils soient bien pris en charge, mais permettre des économies de santé. Donc voilà, mon papa avec sa casquette trouver le juste milieu, ça devait être assez compliqué. Et ma mère, médecin très engagée. Voilà, ça pouvait être houleux, mais en tout cas, ils avaient une discussion. Ils avaient souvent, bon pas dire tout le temps, des discussions autour de ce sujet. Donc du coup, j'ai toujours été bercée dans ce litige entre la sauvegarde du système de santé, les économies de soins et le prendre soin. Et c'est naturellement déjà que du coup, j'ai fait une formation d'infirmière et qu'après j'ai été cadre et à la direction de structure et du coup de facto que j'ai essayé de mettre ma pierre à l'édifice en créant une solution. D'accord. J'imagine que les crises successives, le CHU de Guadeloupe qui brûle, la crise Covid aussi, ont vraiment dû renforcer cette idée que vous avez eue de lancer cette application. Absolument. Vous dites, même en le disant, le CHU qui brûle, c'est toujours quelque chose qui est vif. Je me rappelle du jour où j'ai monté ce morne et que je suis arrivée à peu près au moment de l'incendie et que j'ai vu ces centaines de patients dans le parking. Et à ce moment-là, j'étais plus salariée du CHU. Je suis arrivée, il devait être 15h, l'incendie était vers 13-14h. Et je suis repartie le lendemain à 7h du matin. Et du coup, effectivement, durant ces 24 heures, on a dû faire rentrer à domicile des patients qui étaient hospitalisés et s'assurer de la sécurité de leur prise en charge. Donc du coup, effectivement, cet incendie a vraiment été un élément déclencheur chez moi. Parce que du coup, la direction de l'hôpital, qui, comme je suis spécialisée dans la coordination, m'a fait confiance, les médecins m'ont fait confiance, et au final, il n'y a pas eu trop de casse. Les bons patients ont été bien redirigés, donc certains ont été redirigés vers des hôpitaux, mais en tout cas, ceux qui ont été pris en charge à domicile ont été pris en charge de façon sécurisée. Et effectivement, les conditions aujourd'hui de prise en charge en Guadeloupe ont vraiment agi sur ma décision de mettre en place une solution pour permettre aux acteurs, que ce soit à l'hôpital ou en ville, de simplifier en fait cette démarche et de créer ce lien entre les deux. Très bien. Et qui vous accompagne, de qui est composée votre équipe pour pouvoir développer cette solution qui visiblement était très attendue pour les hôpitaux ? J'ai eu la chance sur mon parcours de rencontrer mon premier associé qui est monsieur Galas Loïc, qui est ingénieur avec une casquette de chefferie de projet, avec une spécialité dans les objets connectés en santé. Et qui m'a mis en relation avec notre dernier associé qui est Teddy Rambert, qui lui est un lead développeur, qui était à la création de l'application La Fourchette, si vous connaissez. Quand même, donc une pointure. Lead développeur de vente privée, donc vraiment une pointure. Et on était très heureux d'avoir ces trois forces vives qui étaient guadeloupéennes et de pouvoir créer une solution guadeloupéenne. Alors justement, solution guadeloupéenne développée par de jeunes Guadeloupéens, comment est-ce que vous êtes passé de l'idée à l'action ? Vous avez eu des soutiens locaux quand vous êtes lancé ? Oui. Alors, pour être honnête, la première structure qui nous a donné un appui, c'était le ministère de la Santé. Oui. Parce que c'était toujours dans nos têtes en termes d'idées, mais on n'avait pas encore avancé sur la création de l'entreprise. Et on a répondu à un appel à projet du ministère de la Santé. Là, on a été reçus, ils ont vraiment adoré l'idée. Et du coup, ils nous ont permis d'avoir un peu ce coup de pouce qui nous a permis de retourner sur notre île pour éprouver cette solution, cette idée sur un secteur qu'on connaissait. Et par la suite, on a été du coup accompagné par Cap Excellence via Audacia, la région Guadeloupe
via leur cellule innovation, exactement. Aussi par des acteurs comme le MEDEF qui nous a accompagnés en nous mettant en relation avec des acteurs qui avaient des entreprises et qui nous ont permis de nous organiser. Et voilà, je pense que... Très bien, très bien. Et je crois qu'au niveau national, vous avez aussi un accompagnement de l'AP-HP à travers DMH. De quoi s'agit-il exactement, DMH, pour celles et ceux qui ne connaissent pas ? Alors DMH, c'est pour Digital Medical Hub. C'est une structure qui a été créée par la PHP pour promouvoir, par la PHP à 50% et des acteurs privés, pour promouvoir l'innovation en santé. Du coup, c'est une structure qui permet de tester la solution sur des tiers-lieux et de structurer la solution au niveau juridique, au niveau technique, et qui nous permet de s'assurer qu'on ne va pas rater une brique dans la démarche d'une start-up, mais encore plus dans la e-santé, parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a des textes très pointus sur les données de santé. J'allais justement vous poser la question, puisque c'est une application, vous avez entre vos mains des données qui sont sensibles, très personnelles. Comment est-ce que vous faites pour gérer cela ? Du coup, l'État a donné un canevas à toutes les solutions de santé, comme les nôtres, qui sont des dispositifs médicaux. On est structuré de façon à être interopérable avec tous les logiciels des hôpitaux, et quand on veut être interfacé avec ces logiciels, on nous demande du coup une liste de sécurité. Enfin, je ne sais pas comment l'expliquer avec des termes... c'est comme un agrément, quoi. Exactement. Mais en fait, on a des critères à respecter pour être du coup une solution de santé. Mais au début, quand on est une start-up, c'est un domaine qu'on ne connaît pas particulièrement. Et quand on est accompagné comme une grosse structure comme DMH, tout de suite, on a de la visibilité sur tous les leviers à utiliser pour être bien sécurisé. D'accord. Donc, des personnes, des structures qui ont compris les avantages et bénéfices de votre solution. Et parmi ces avantages et bénéfices, il y en a deux qui ont attiré mon attention. Alors, c'est aider à réduire le trou de la sécurité sociale, comme vous dites, et aussi réduire l'empreinte carbone autour du retour à domicile. Expliquez-nous cela. Alors, pour arriver à ces deux solutions, je vais vous expliquer un peu le circuit. Nous, on fait en sorte que le patient évite les va-et-vient entre les structures, qu'il soit pris en charge par des professionnels dans son secteur, comme par exemple une infirmière qui aura un cabinet à 12 km de son domicile. Et on évite aussi, comme on l'a dit, les hospitalisations précoces. Donc, de facto, les mouvements en ambulance sont réduits pour l'empreinte carbone. Les mouvements des infirmiers, enfin des acteurs en ville sont réduits et spécifiques. Et pour les économies des hautes instances, ce ne sera pas que la sécurité sociale, il y aura aussi l'ARS. En mobilisant les bons acteurs au bon endroit, de facto, ça fait des économies, mais surtout en évitant les hospitalisations précoces qui sont au nombre de 300 000 en métropole. 300 000 Oui. Sur le territoire hexagonal par an. Eh ben, on réduit vraiment les dépenses de santé. Alors, vous avez pu chiffrer ce que ça représente comme surcoût pour un hôpital comme le nôtre, ces hospitalisations précoces, et combien vous pourriez éventuellement faire économiser ? Oui, donc si on prend les échelles basses, une journée d'hospitalisation va tourner autour de 1 500 2 000 euros. Il y a à peu près une trentaine de sorties, enfin beaucoup plus, on va dire 70 sorties sur un CHU comme le nôtre de 600 lits. Si l'AE arrive à toucher que 10 sorties par jour et de faire en sorte que le patient sorte de façon sécurisée dans la matinée, ça fait sur une année une économie de 5 millions d'euros. 5 millions d'euros pour une structure comme ça. D'accord, très bien. Bon, je pense que vous allez vraiment attirer l'attention des hôpitaux très rapidement. Mais en tout cas, si c'est pas le cas, je ne sais pas. Mais je vois Christina Filetas, qui est infirmière de profession, qui acquiesce. Ça vous parle, Christina, une solution comme ça ? Oui, en fait, c'est la solution idéale parce que, comme Laetitia disait, quand on doit préparer une sortie, il faut être en mesure de joindre les ambulanciers. Mais depuis l'incendie, c'est très compliqué. On peut passer entre
15 à 45 minutes à trouver une ambulance qui veuille bien venir. Des fois, l'ambulance, elle peut arriver après la sortie du patient. Donc c'est un gain de temps. Si on arrive à tout coordonner, c'est intéressant. Il y a aussi des patients qui sont isolés. Il faut réussir, avant qu'ils sortent, à contacter la famille, contacter la bonne personne de contact. Tandis que là, si tout est bien orchestré, on gagne du temps. La personne qui doit faire les sorties, elle s'arrache moins les cheveux. Vous parliez des sorties précoces, mais on peut aussi parler des sorties tardives, où comme les personnes doivent retourner à domicile, les choses ne sont pas mises en place. On est obligé de prolonger leur hospitalisation de 1, 2, 3 jours. Tout dépend de la situation sociale dans laquelle la personne se retrouve, parce qu'une personne âgée qui est isolée, qui n'a pas de personnes ressources, ça demande une organisation. Ou des fois, en attendant que la famille s'organise, on transfère la personne vers une autre structure en attendant que tout soit mis en place à la maison. Donc si on arrive à tout faire d'un seul coup, ça permet de gagner du temps, de se consacrer aux soins et moins à l'administratif, et surtout de l'argent. Parce qu'on a tendance à oublier que la santé est gratuite, mais elle a un coût. C'est surtout ça qu'il faut garder à l'esprit. Pour le contribuable, oui. Pour le contribuable et pour tout le monde. Et pour tout le monde. Donc au final, c'est ce que vous nous disiez en coulisses, le patient revient au cœur de son parcours de retour à la maison. Oui, car via notre solution, le patient a une interface. Il peut donner des informations sur sa prise en charge, qu'il souhaiterait conserver son infirmière, que son médecin traitant, quelle est sa pharmacie de ville. Et nous, on va compléter sur les leviers qui ne sont pas actifs, s'il n'a pas d'ambulance connue, s'il n'a pas de kinésithérapeute. Et on va informer les acteurs déjà présents pour faire en sorte que tout le monde soit coordonné. Très bien. Je crois que vous avez été finaliste du concours Be a Boss, qui met en lumière les femmes entrepreneurs de la France. C'était la finale nationale il y a quelques jours. Quelle leçon tirez-vous de cette expérience? Déjà, comment ça s'est passé pour vous? Alors, je vous avouerai que c'était pas l'exercice le plus facile. C'était pas l'exercice le plus facile pour plusieurs raisons. Parce que effectivement, nous femmes, on le disait encore lors du concours, on a un peu un syndrome d'imposteur, on n'arrive pas à se mettre en avant. Alors là, c'était vraiment l'exercice du siècle de se mettre en avant, de dire voilà, moi, ce que j'ai fait en tant que femme. Il y avait une période où il fallait expliquer nos difficultés, ce qui n'était pas le plus simple. Après, c'était fort agréable puisque de rencontrer d'autres femmes entrepreneurs comme nous-mêmes, qui sont aussi à la tête de start-up, qui ont des histoires similaires aux nôtres, même si elles ont des projets complètement différents. C'est toujours formateur. Il y avait des espaces de networking où on a rencontré des personnes comme Kelly Massol, Les secrets de Loli. Les secrets de Loli, qui étaient très inspirantes. Des politiques comme Marine Chapia. Pardon. Absolument. Donc c'était très structurant, je dirais, parce que ça nous permet de retrouver notre place et aussi d'apprendre de nos collègues CIO d'autres solutions. Et votre solution, l'AE, elle a parlé à toutes ces personnes que vous avez rencontrées? Absolument, je le disais justement, j'écrivais un petit article pour dire à quel point j'étais touchée par, donc je n'ai pas été parmi les 3 dernières finalistes, mais vraiment à la fin de la... 4e quand même, sur 18. Il faut le souligner. On est passé à ça. C'est en off que les jurys m'ont dit qu'on était en litige avec la 3e solution. Mais voilà, cet engouement où à la fin, tous les jurys viennent nous voir, disent que de ne pas lâcher, que le projet est vraiment très intéressant. Ce qui nous met à défaut, c'était l'équipe, parce qu'effectivement, on est vraiment early stage et on n'avait pas encore les fonds pour constituer une équipe un peu plus solide comme les autres. Mais en tout cas, cet engouement des jurys qui jusqu'à présent, là aujourd'hui, repostent nos articles, c'est vraiment touchant. Ça nous permet du coup de nous battre quand on aura des moments difficiles, puisque là nous on travaille avec des structures qui sont grandes, donc plus difficiles à mobiliser, et quand on a ces petits regards de personnes qui sont expertes et qu'elles nous disent qu'on ira loin, ça fait toujours du bien. Enfin, je ne sais pas pour vous, mais je pense que vous irez loin aussi, mais je regarde Joël Badralou qui essaie souvent. Je pense qu'on a une future licorne guadeloupéenne là. C'est une évidence, mais
ce que j'ai apprécié dans son discours, c'est le fait qu'elle insiste sur tout l'accompagnement dont elle a pu bénéficier. On en parle souvent ici, savoir bien s'entourer. Et que ce soit avec Be a Boss ou en amont, on vous sent très bien entouré. Donc c'est très bien parti, j'ai l'impression. Super. Cindy Bajazé, vous avez une question ou une remarque pour notre invité? Moi, c'est la passion. On voit en fait la passion, on lit la passion dans ses yeux. Et quand elle parlait de sa mère, de son père, quand elle disait en fait qu'elle a vécu On en a des frissons. à l'hôpital, on sent en fait que et c'est ce que j'aime en fait. Au moins, vous vivez de ce que vous aimez. Je trouve ça génial. Franchement, félicitations. Oui, durant le concours, j'ai dû retourner un peu dans mon passé et je me suis rendu compte que quand j'étais au collège, mon premier exposé en 6e, c'était un exposé ouvert. Mon professeur de français avait dit: vous avez une année, vous faites un exposé sur le sujet qui vous passionne. Et ben, c'était sur le CHU de la Guadeloupe. Donc en fait, j'ai un pavé, mon premier exposé de 6e avec vidéo, la blouse de ma maman, qui était sur le CHU de la Guadeloupe. Donc là, je me dis oui, effectivement, ça date pas de maintenant. Je me suis pas trompée alors. Prendre soin, c'est une vocation en fait. C'est soit on est fait pour ça, soit on l'est pas. Et il faut pas devenir il est important et essentiel de ne pas s'orienter vers les carrières liées aux soins pour l'argent. Non, il faut le faire parce qu'on aime les gens et qu'on aime ça, parce que sinon ça brûle. Et c'est une façon différente d'exercer notre métier qui est beau, difficile et souvent ingrat en fait. Mais c'est soit on aime, soit on n'aime pas. Moi, être infirmière, c'est une reconversion professionnelle et je regrette pas du tout. Moi, je suis heureuse de ce que je fais, même si pas tous les jours évident. Joël Badralou. Oui, j'ai une petite question. Là, vos parents, ils devraient être réconciliés avec la solution que vous proposez. Qu'est-ce qu'ils en disent? Alors là, je vais faire pleurer parce que mes 2 parents sont décédés malheureusement. C'est un bel hommage en tout cas que vous leur rendez. Très bel hommage. Très bel hommage, très très bel hommage. Mais en tout cas, bravo pour cette belle solution guadeloupéenne avec un fort potentiel international. Et je crois effectivement que de là où ils sont, vos parents doivent être très très fiers de vous, Laetitia. Et on va garder un œil particulier sur vous ici aux experts au féminin. Et j'espère qu'on pourra vous retrouver lors de nos after-work, les experts au féminin. Restez avec nous encore un petit peu. Nous allons passer à la seconde partie de l'émission où nous allons retrouver nos chroniqueuses et leurs sujets. Nous sommes de retour pour cette seconde partie sur le plateau des experts au féminin. Nous allons retrouver nos chroniqueuses et les sujets qu'elles nous ont préparés pour cette reprise. Joël Badralou, de quoi allons-nous discuter avec vous ce soir? Alors, ce soir, on va parler des mardis du tourisme de la CCI. Très bien. Parce que j'ai assisté mardi dernier à la session organisée avec Élodie Esther. Et je trouvais que c'était d'une telle richesse pour tous les acteurs touristiques, les porteurs de projets, que je me suis dit qu'il fallait qu'on aille sur le plateau pour inspirer les acteurs de ce secteur. Excellent. Christina Filetta, c'est avec vous. On parle de quoi pour cette première? La Silver Economy. De la Silver Economy. Je pense que ça va parler à Laetitia Christophe aussi. Alors, Amanda n'est pas avec nous aujourd'hui, malheureusement. Cependant, elle a tenu à nous présenter Maïka Radjouki, alias Maïs Cuisine, qui sort son premier ouvrage. Et nous allons pouvoir visualiser sa capsule dans un petit moment. Cindy Bajazé, je crois que vous avez une invitée. Alors oui, elle s'appelle Danidia Logis. Danidia, en fait, elle est entrepreneur depuis courant 2022. Et la thématique du jour, c'est entreprendre sur un sujet tabou. Alors, à votre avis, de quoi allons-nous parler? Et là, on fait le tour. Des choses dont on ne parle pas en général à la télé. Laetitia Christophe. La sexualité. Ça aurait pu, mais ça s'approche. Alors, Joël? Quand on est femme en général, les hommes n'aiment pas du tout entendre parler de règles, par exemple. C'est exactement ça. Nous allons parler de menstruation. Danidia a lancé un concept, une marque de lingerie pour la menstruation réutilisable. Voilà. Ah, excellent. On est vraiment dans l'ère du temps. Tout à fait, tout à fait. Faire des économies, écolo, tout cela. Exactement. Très bien. Voilà. Et je crois que nous avons votre invité en duplex via Skype. Bonsoir Danidia.
Alors Danidia, comme je le disais tout à l'heure, vous avez 21 ans, vous êtes entrepreneur depuis peu. Pour ceux et celles qui pensent vous reconnaître, dans une autre vie, vous avez en fait baigné dans l'univers des Miss, puisque vous avez été deuxième dauphine de Miss Guadeloupe en 2019. Vous êtes également très imprégné dans le monde associatif, puisque vous êtes à la tête d'une association qui s'appelle Jeunesse en nous belle. Et aujourd'hui, je vous ai convié parce que votre concept me parle, me plaît. Vous faites partie de ces femmes qui me font hérisser les poils. Vous êtes jeune, vous êtes belle et vous avez ce qu'on appelle le don de soi. Et du coup, aujourd'hui, vous allez nous parler de votre entreprise qui s'appelle Belle Femme, qui est une auto-entreprise et vous avez débuté en avril 2022, si je ne m'abuse. Alors, Danidia, parlez-nous de votre concept, s'il vous plaît. De quoi s'agit-il ? Alors, Belle Femme, c'est un concept qui se veut de promouvoir la menstruation de la femme de façon positive, puisque comme vous l'avez déjà dit, en fait, en général, on associe des choses très négatives en fait à ce que je considère être naturel et un sujet dont on devrait parler librement, d'autant plus que c'est un sujet qui se lie à la santé de la femme. Et il y a tellement en fait de petites spécificités, d'informations qu'on est censé avoir et que finalement on acquiert au fur et à mesure de sa vie en tant que femme. Donc moi j'ai voulu un peu changer ça en créant une communauté justement notamment sur la plateforme Instagram qui serait capable d'en parler, où je donne des petites informations, des petites astuces, tous les sujets qui sont abordés, tout ce que j'apporte en termes de connaissances tourne autour de la menstruation. Et je propose aussi, comme vous l'avez dit, des protections menstruelles lavables, donc de la lingerie essentiellement. On retrouve des culottes taille haute, taille basse, des tangas, des strings aussi pour les fins de règle, parce que des fois en fin de règle on veut juste avoir son string sans couture et pouvoir porter sa robe moulante comme d'habitude. Et également du sportwear, puisqu'il y a des cyclistes et des maillots de bain. Je pense notamment avec ces articles à nos sportifs, puisqu'effectivement il y a certes, même déjà dans la vie de tous les jours, de l'exclusion sociale causée par des règles douloureuses ou encore des règles trop abondantes quand les protections jetables n'y répondent pas. Mais il y a aussi de l'exclusion au niveau du sport pour nos sportifs qui malheureusement n'ont peut-être pas soit les moyens ou soit le nécessaire pour faire face à cette période dans le mois et continuer à pratiquer leur activité en fait. Donc voilà. Alors, comme je disais tout à l'heure, Danidia, généralement, on parle peu ou pas du tout de menstruation, ou on en parle généralement quand c'est lié à des mots, MAUX. Mais d'où vous est venue l'idée, justement, de lancer une entreprise dans ce domaine ? Tout simplement parce que j'en avais besoin. En fait, moi, je n'ai pas d'endométriose, c'est une cause que l'entreprise soutient d'ailleurs avec l'association Liquide Chocolat. Je n'ai pas non plus d'irritation ou de démangeaison d'allergie comme j'ai pu le constater avec certaines clientes. Par contre, je n'aimais tout simplement pas la sensation des protections jetables qui sont proposées sur le marché actuellement en Guadeloupe. Et en fait, un jour, j'en ai eu marre et je me suis dit que je ne veux plus me forcer. Donc j'ai commencé à me demander est-ce qu'il n'existe pas autre chose en fait, pourquoi est-ce que je serais forcément obligée de porter ça. J'ai vu la cup, je n'ai jamais réussi à l'insérer concrètement, donc j'ai cherché autre chose et là je suis tombée sur la lingerie menstruelle lavable qui est très développée en hexagone aux États-Unis et j'ai commencé un peu à tâtons parce que en général quand on dit lavable c'est un peu aussi le retour aux sources, ça entend longtemps, donc les gens en général ils sont un peu sceptiques, ils ont besoin de tester, de voir, tout comme moi je suis passée par là et donc j'ai essayé une marque, 2 marques, 3 marques et puis ensuite c'est devenu un peu pas une mini passion mais presque, et je me suis dit à ce moment-là que si c'est une solution qui me va, qui me plaît, peut-être que d'autres personnes sur le territoire en ont besoin, et j'ai vu qu'effectivement l'offre n'était pas vraiment développée, en tout cas en termes d'offres de qualité à ce niveau, et du coup j'ai voulu apporter aux Antillaises au moins le fait d'avoir le choix, qu'elles puissent choisir entre le jetable et le lavable, tout en restant quand même dans un budget qui est
relativement bien, puisque c'est réutilisable pendant 5 ans. Et je reste quand même assez proche des prix qu'on peut retrouver en Hexagone. Donc on ne casse pas forcément son porte-monnaie et au contraire c'est un atout puisque on a fait un peu des calculs et on a remarqué que sur 5 ans la femme économise beaucoup plus en achetant par exemple 5 culottes réutilisables qui sont réutilisables du coup pendant 5 ans que d'acheter chaque mois des protections jetables. D'accord. Dans le cadre en fait de cette thématique, on parle souvent en fait entrepreneuriat. Vous vous êtes lancé, comme j'ai dit, en avril 2022. Beaucoup de personnes, des porteurs de projets surtout, nous regardent et ont toujours envie de voir des personnes comme ça qui donnent l'envie justement de se lancer. Est-ce que vous avez été entouré? Est-ce que vous avez connu des déboires? Comment ça s'est passé? Comment en fait vous ressentez en tant que nouvelle entrepreneur. On va dire que je découvre beaucoup au fur et à mesure. Alors il faut savoir que j'ai eu l'idée 1 an avant d'ouvrir l'entreprise. D'ailleurs, j'avais participé à un concours qui s'appelle Mon île, mon territoire pour déjà me faire connaître, voir si mon projet était viable et recevoir des connaissances puisqu'il proposait une petite formation à la clé. Et alors, il y a pas mal de petits projets à côté que je fais qui ont retardé effectivement le lancement, mais la peur, ça a été l'un de mes plus grands freins. La peur et le fait de ne pas d'être indécise. Je m'explique. Quand je me suis lancée, par exemple, j'ai ouvert administrativement l'entreprise en avril. J'ai 1 mois auparavant, j'hésitais pendant 1 mois en fait à déterminer mon statut juridique. Ce sont des choses que même en ayant fait quelques formations sur l'entrepreneuriat, je n'avais jamais vu en profondeur. Et donc c'était l'occasion de vraiment faire des recherches, de comprendre les avantages et les inconvénients de chacun. Et en fait, je j'étais un peu perdue de moi-même sans avoir des compétences, on va dire, au niveau juridique. J'ai passé 1 mois à vraiment hésiter, à me dire aujourd'hui je vais faire ça, demain je vais faire ça, non finalement je reviens sur ma décision, etc. Et quand je me suis lancée, j'ai pris encore parce que en réalité j'ai vraiment commencé en juillet. Donc j'ai pris 3 à 4 mois avant de vraiment démarrer l'activité, encore avec la peur parce que au final je ne savais pas comment me lancer, je ne savais pas par où commencer, comment en parler, etc. Et finalement j'ai attendu d'avoir un coup de tête, on va dire, un petit moment d'insouciance où j'avais pas trop à réfléchir et où je me suis dit je me lance comme ça et j'ajusterai au fur et à mesure. J'ai commencé avec notamment les réseaux sociaux, donc Instagram. La page Instagram a d'ailleurs très bien pris. On a maintenant à peu près 1100 abonnés donc dans notre communauté. Après, le problème d'Instagram, c'est que certes, ça a permis de faire connaître le projet, mais comme c'est un projet tabou, en plus on parle de menstruation et en plus c'est un produit nouveau qu'on ne connaît pas et qui touche à la santé. Et c'est un petit risque quand même parce que les gens se disent que si ça coule, ça va se voir, donc c'est l'image qui attend, c'est la signe de soi, etc. Alors que pas du tout, mais il faut tester avant de savoir. Et du coup, les réseaux sociaux, ça m'a permis de me connaître, mais c'est vrai qu'en faisant beaucoup de petites ventes privées, j'ai fait beaucoup ça à un moment, ça m'a vraiment permis de me lancer concrètement parce que en touchant le produit, les clientes comprennent en fait. Elles comprennent le concept, elles comprennent l'utilité, elles voient la qualité et là, elles osent tester, elles osent prendre 1, 2, elles reviennent après pour prendre 3, 4, elles reviennent pour prendre pour la copine, pour la cousine, etc. Et j'ai beaucoup d'hommes aussi qui viennent prendre pour leur femme, je précise. Donc n'ayez pas honte, je dis toujours parce que j'en ai vraiment beaucoup, je ne pensais pas en avoir autant. Donc c'est vraiment à partir du moment où j'ai fait des ventes privées, j'ai fait une petite soirée de lancement aussi où j'étais physiquement présente en fait avec la population que mon activité a démarré. Et à partir du moment où j'ai mis ma peur, on va dire, de côté, de ne pas faire le bon choix. Alors Danidia, nous arrivons malheureusement à la fin de cette interview. Merci beaucoup. Comme vous avez pu l'indiquer, vous êtes très présente sur les réseaux sociaux, je crois sur Instagram, Belleforme. Je vous laisse le soin juste de nous indiquer les réseaux et de nous dire aussi à quand la gaine, la belle gaine, celle-là bien, la gaine montante qui aplatit bien le ventre.
Hein, je le dis pour tout le monde ici, même si elles font mine de ne pas être intéressées. Rappelez-nous les réseaux sociaux, Danidia. Sur Instagram, pour Belleforme, c'est Belleforme en créole, -8 lingerie. Vous avez aussi mon Instagram personnel, je réponds également, Danitia Logis Off. Je serai sur pas mal de manifestations ces temps-ci. Ce soir, on est à Icône Paris à Pontavy-de-Bergevin. Demain, on est sur Octobre Rose à Port-Louis avec l'association des Amazones Guadeloupe. La semaine prochaine, on est à All You Need à Sainte-Anne et également sur les 3 jours du Salon Zen. Donc, vous pourrez nous retrouver et on se fera un plaisir de vous conseiller, de vous recevoir. Et vous pourrez voir nos magnifiques culottes avec de la dentelle, voilà, qui absorbent très bien. On a aussi pour les flux hémorragiques, donc n'hésitez pas. Et on se fera un plaisir de vous montrer aussi celle qui monte bien et que je sais qui est chère au cœur de pas mal. Merci beaucoup, Danidia. À bientôt. Danitia Logis que l'on retrouve sur les réseaux avec Belleforme. Alors je rigolais quand Cindy a posé la question de la gaine parce que je regarde Laetitia Christophe tout à l'heure en off. Je lui disais que j'étais allée m'acheter une gaine chez Icône Paris hier. Publicité. Voilà. Nous ne sommes pas encore sponsorisés. Peut-être bientôt. Bonjour Cynthia. Et Laetitia Christophe, vous me disiez que non, pendant les menstruations, il fallait laisser le corps se détendre. Oui, parce qu'en fait, le corps, il est bien fait. Et on a l'impression de gonfler pour une bonne raison. Et si du coup on maintient durant cette période, ça va pousser sur autre chose comme les organes. Ça peut aussi augmenter la douleur et le côté déjà inconfortable des règles. Alors pour un événement, je suis d'accord avec Madame Bajazé. Sur quelques heures, on peut avoir cette option, mais pas sur toute la période de la menstruation. Alors j'ai vu beaucoup de notes prises. Mesdames, ça vous parle cette solution, Joël? Non, mais note, c'est autre chose. Bon, j'ai de la chance. Héritage de mes arrière-grand-mères. Pas besoin de gaine pour l'instant, pourvu que ça dure. Mais je retiens, oui, ce qu'elle a proposé. Bon, moi, je suis partie des sceptiques. Je vous le dis très clairement, j'ai toujours peur, on ne sait jamais. Mais, comme elle dit, il faut tester, donc ma foi. Laetitia? Oui, mais du coup, moi aussi je faisais partie des sceptiques, mais de plus en plus on voit des histoires de personnes qui ont été amputées suite à un choc septique lié à des infections sur tampons, sur... Puisqu'il y a des produits chimiques qui sont cancérogènes. Et du coup, aujourd'hui, il y a même un mannequin dernièrement qui s'est fait amputer d'une jambe à cause d'une cup. Des protections menstruelles. Pourtant, voilà. D'une cup menstruelle. Elle a fait un choc septique et du coup, pour éviter d'aller... Voilà, on a été obligé d'amputer une de ses jambes. Et du coup, moi aussi, j'étais sceptique, mais quand je lis ce genre d'histoire, effectivement, ça me motive un peu plus à aller du côté des produits plus sains pour moi. Ouais. Christina Filetas. Moi, c'est quelque chose qui m'intéresserait. Moi, je pense que ça reste, c'est beaucoup plus simple d'utilisation. Ça a beaucoup moins d'impact sur l'environnement puisque les protections hygiéniques et les tampons, ça a un coût à l'année. C'est pas forcément accessible à tout le monde et puis on ne sait pas du tout ce qu'on se met dans le corps quand on utilise des tampons ou des protections hygiéniques. À partir de janvier 2023, les marques seront tenues de mettre tous les composants cancérigènes qu'il y a dans les protections. Parce que ce n'est pas encore le cas? Non, ça sera le cas à partir du 1er janvier. Donc on saura exactement ce qu'il y a dans les protections hygiéniques. Et puis elle parlait aussi des problèmes d'allergie parce que des fois il y a du parfum dans les serviettes hygiéniques. Elles sont de plus en plus parfumées, effectivement. Et d'ailleurs ça coûte de plus en plus cher. Ça coûte de plus en plus cher et puis ça crée des irritations. Donc oui, pourquoi pas investir dans des culottes de règles, comme on appelle ça, et faire des économies. Puisqu'à l'année, je pense qu'on va peut-être investir dans une culotte qu'on va peut-être payer une quarantaine d'euros, ou je ne connais pas trop le prix, ou une trentaine d'euros. Mais quand on voit tout ce qu'on utilise et un paquet de serviettes hygiéniques au bas mot coûte entre 1,70€ et 4,50€ à la montée. Maintenant, l'Ukraine est passée par là. Oui, même pour les serviettes. On a avoisiné les 5 euros sur un paquet. Les 5 euros en fonction de la marque. Mais c'est surtout pour l'environnement et puis pour nous-mêmes. En fait, une culotte, c'est beaucoup plus simple qu'une serviette qui peut nous donner des irritations où on ne sait pas tout simplement ce qu'il y a dedans. Voilà. Très bien. Bon, en tout cas, merci
merci pour cette belle découverte, Cindy. Je crois aussi qu'on a matière à creuser pour un autre sujet, toute l'économie qu'il y a autour de ce retour aux choses plus simples. Et je crois qu'au final, nos aînés étaient déjà dans le vrai à l'époque sur certaines choses. Alors, comme dirait l'autre, sans transition aucune, mais vraiment aucune. Joël, on va avec vous découvrir ces mardis du tourisme de la CCIG, la Chambre de commerce et de l'industrie des îles de Guadeloupe. Et vous avez une invitée en magnéto, je crois. Oui, tout à fait. Mais en fait, ces 2 dernières années, le secteur touristique a été vraiment particulièrement bouleversé par la crise sanitaire. Il y a des entreprises qui ont fermé, il y a des projets nouveaux qui voient le jour. Et quand on veut lancer, je sais pas, une conciergerie, la restauration, l'hôtellerie, peu importe, on a souvent des questions, beaucoup de questions et pas toujours les réponses. Et la CCI des îles de Guadeloupe se propose justement de répondre à ces questions avec des experts. Et j'ai convié Élodie Esther, voilà, sur le plateau, en magnéto, pour qu'elle nous explique un petit peu de quoi il s'agit. Très bien. Alors, magnéto avec Élodie Esther, ça fait une belle allitération, je trouve. Magnéto. Alors, les mardis du tourisme sont des sessions d'information touristique à destination de porteurs de projets touristiques et des entreprises aussi qui souhaitent se développer dans le secteur de l'hébergement, de la restauration et des activités de loisirs. Et nous les effectuons depuis 2014. Ce sont des sessions qui se font tous les 2 mois. Donc, il y a 5 sessions au cours de l'année. Alors, les porteurs de projets, suite au mardi du tourisme, peuvent prendre un rendez-vous. Donc, je les reçois en entretien individuel pour discuter et approfondir leurs projets et pouvoir leur donner le maximum de conseils. Nous avons aussi différents dispositifs d'accompagnement qui peuvent les intéresser, que ce soit sur l'écologie, ça peut aussi aller sur des labels de qualité sur la restauration ou bien encore tout ce qui peut être digitalisation pour l'entreprise. Alors c'est vrai qu'après cette crise que nous avons subie, le tourisme a été lourdement touché et aujourd'hui ce qui ressort au niveau de plans de relance, en tout cas des sujets de relance qui peuvent vraiment intéresser les professionnels du tourisme, c'est surtout au niveau du développement durable où on sait qu'on est très concerné aujourd'hui et aussi de tout ce qui va être stratégie digitale, numérique, qui sont 2 leviers aujourd'hui très importants pour les acteurs du tourisme pour pouvoir se relancer, mais aussi mieux accueillir la clientèle, puisque bien sûr ça fait partie d'une expérience client et d'une demande aujourd'hui qui est très demandée pour être plus vertueux, que ce soit sur les réseaux, dans le numérique, mais aussi bien sûr sur le point de vue écologique, avec des investissements qui permettent d'être plus rentables, de faire aussi des économies, mais aussi de penser aussi à la planète et à notre climat. Nous essayons au maximum d'accompagner toutes les entreprises, qu'elles soient du tourisme ou non, dans toutes les démarches qu'elles peuvent entreprendre, de la création de leur société tout au long de leur développement, pour pouvoir vraiment les appuyer, les aider dans leur démarche et surtout leur montrer les nouveaux leviers de développement, de compétitivité pour leur entreprise qu'elles peuvent actionner pour vraiment être dans une économie rentable, fiable et surtout durable pour l'avenir. Le prochain rendez-vous des mardis du tourisme aura lieu le mardi 29 novembre en visioconférence à partir de 8h30. Donc n'hésitez pas à vous inscrire sur le site internet de la CCI des îles de Guadeloupe pour recevoir le lien et pouvoir y participer et avoir toutes les informations sur les études économiques en Guadeloupe, puisque nous avons la chance d'avoir la région Guadeloupe qui y participe et qui intervient sur ces études. Aussi tout ce qui est réglementation en vigueur, que ce soit pour l'hébergement, la restauration, les activités de loisirs, puisque nous avons aussi notre partenaire l'UMI Formation, qui est l'Union des métiers de l'industrie hôtelière, qui nous accompagne sur toute la partie réglementation au niveau de la restauration, pour le permis d'exploitation et l'hygiène alimentaire par exemple, et bien sûr les classements, les labels et les aides affiliées au tourisme, avec aussi notre partenaire, le Comité du tourisme des îles de Guadeloupe, qui s'occupe des classements et de qualité sur le territoire, et on termine toujours par les aides de la région. Voilà, donc pour avoir toutes ces informations, n'hésitez pas à participer le 29 novembre.
Très bien, donc le rendez-vous est pris, Joël. Oui, je pensais que c'était une bonne idée, un bon plan à partager avec la nouvelle saison touristique qui arrive, voilà, d'avoir un endroit où trouver des interlocuteurs pour répondre à ces questions. De qualité. Exactement. De qualité. Oui, c'est important de le souligner puisque on va encore se faire des amis dans cette émission. Mais souvent, je dis oui. Cindy, la dernière fois, Cindy m'a dit prenez vos responsabilités, Axel. Mais c'est vrai, les experts Instagram, les coachs Instagram qui ne sont pas certifiés, qui ne sont pas agréés, qui se réveillent un jour et qui veulent accompagner des gens alors que eux-mêmes n'ont rien encore accompli, il y en a assez. Donc c'est vrai qu'en passant par des structures comme ça, très officielles, qui font attention aux personnalités qui vont venir accompagner les porteurs de projets, là on est certain de la qualité et surtout des compétences et des expertises qui seront proposées. C'est très important, c'est très très important. Je peux me permettre, Axel. Oui. En fait, en plus, tout à l'heure, j'ai eu l'expérience. On a beau dire, mais souvent les gens pensent en fait qu'on veut leur vendre un service ou un produit pour passer par nos expertises respectives. Dans le cadre d'une création, il y a beaucoup de choses à mettre en pratique. Il y a énormément de choses à mettre en pratique. Il y a beaucoup de choses à savoir, à connaître. Très souvent, les gens vont sur mon ami Google récupérer les informations. C'est bien beau, mais voilà, on investit pour sa structure, on ne dépense pas. Et justement, ces experts seront à même d'accompagner les porteurs de projets pour que ces personnes ne puissent pas justement se planter et avoir les bonnes armes pour pouvoir créer et devenir entrepreneur, parce que ce n'est pas une masse à faire que d'être entrepreneur. On le fait parce qu'on aime, avec passion, etc. Mais c'est aussi très difficile. Donc les acteurs comme les experts comptables, comme les avocats, des personnes compétentes qui ont été formés. Alors, on ne dit pas en fait qu'il ne faut pas embrasser une carrière ou faire de la reconversion professionnelle. On dit tout simplement qu'il faut se former parce que vous avez entre vos mains des vies, des personnes qui justement font appel à vos services parce qu'elles vous font confiance. Donc quand vous voulez faire quelque chose, faites-le, mais faites-le bien, pas juste pour que ce soit rentable au niveau Et je crois que c'est un message qui est fondamental, surtout par les temps qui courent, où on essaie de glamouriser un petit peu tout ce qui est entrepreneuriat et on ne dit pas souvent aux gens derrière ces publications, on voit beaucoup des femmes, des hommes aussi qui vous montrent le côté très glamour comme un mode de vie très sexy de l'entrepreneuriat, mais on ne dit pas toujours tout ce qu'il y a derrière, les nuits blanches, les enfants qui sont à côté en train d'hurler en même temps qu'on travaille sur un plan. Je regarde Laetitia, Christophe et mes autres collègues mamans aussi. C'est une réalité et faire appel à des experts, effectivement, c'est un investissement et on doit pouvoir avoir un retour sur investissement. Et vous le disiez très bien, Cindy, on a des vies entre nos mains, il ne faut pas faire n'importe quoi. Donc les coachs experts Instagram, on vous voit, on vous a à l'œil. Voilà. Donc, on rappelle le prochain rendez-vous, Joël. Le 29 novembre. Très bien. On y sera et on jettera un œil particulier. Alors, elle n'est pas avec nous, mais je sais qu'Amanda a tenu à nous préparer quelque chose que l'on va regarder en toute fin d'émission. Mais en attendant, je me tourne vers Christina Filitas, avec qui on va discuter de la Semaine Bleue, qui est consacrée aux personnes âgées. De quoi s'agit-il exactement, cette Semaine Bleue, Christina ? Alors, la Semaine Bleue, elle aura lieu du 3 au 9 octobre 2022. Donc, le thème de cette année, c'est « Changeons notre regard sur les aînés et brisons les idées reçues ». Donc déjà, qu'est-ce que c'est la Semaine Bleue ? Donc, la Semaine Bleue, elle a été créée en 1951 par le ministère de la Santé publique et de la Population. Initialement, en fait, c'était une journée qui était consacrée à une quête nationale pour aider les personnes âgées les plus démunies. Et de fil en aiguille, c'est devenu une semaine que l'on consacre chaque année, début octobre, et pour les personnes âgées. Donc elle a pour objectif d'informer et de sensibiliser le public sur la contribution des personnes âgées à la vie économique, sociale et culturelle, mais aussi sur leurs préoccupations et leurs difficultés, ainsi que les réalisations des projets et des associations qui sont en charge de cette frange de la population. Donc pour nous, en fait, j'utilise le terme la Semaine Bleue finalement pour rebondir en fait sur tout ce qui est le bien vieillir en Guadeloupe et par extension les opportunités économiques et
la Silver Economy, donc en lien peut-être avec ce dont Laetitia a parlé pour le retour à domicile. Très bien. Est-ce qu'on a quelques chiffres sur le vieillissement et le grand âge en Guadeloupe, Christina? Alors, il faut savoir qu'en 2030, donc dans 8 ans, les personnes âgées de 65 ans et plus vont représenter 28% de la population, donc presque un tiers. Oui. Donc en 2030, il y aura 134 seniors. 134 000. Ah, 134 seniors. 134 seniors pour 100 jeunes en Guadeloupe. Ah oui. Alors il faut savoir qu'en 2013, il y avait 54 seniors pour 100 jeunes. D'accord. Donc ça s'explique par des données simples. C'est une population qui est vieillissante, donc les boomers, donc toutes les personnes qui sont nées entre 1945 et 1965 sont concernées par ce terme senior. Donc en Guadeloupe, en 2040, l'âge moyen sera de 48 ans, contre 36 ans en 2007. Donc en Guadeloupe, en fait, le vieillissement, on a constaté que la population vieillit beaucoup plus rapidement qu'en Hexagone. Qu'est-ce qui explique cela? Donc déjà deux choses. Premièrement, on a une catégorie de la population qui est beaucoup plus nombreuse, donc toutes les personnes qui sont nées après-guerre. Oui. Et ensuite, on a constaté que les femmes guadeloupéennes, à partir de 1960, donc elles avaient entre 5 à 6 enfants, mais ensuite, leur taux de fécondité a beaucoup diminué. Aujourd'hui, le renouvellement générationnel en Guadeloupe, il est de 1,9 enfants par femme. Donc déjà, les femmes guadeloupéennes font moins d'enfants. Ensuite, il y a une migration des populations jeunes de la Guadeloupe. Donc, la fuite des cerveaux, on va dire les choses clairement. La fuite des cerveaux, entre autres, il faut savoir qu'en 2012, on avait recensé que 46% des 18-34 ans d'origine guadeloupéenne vivaient en Europe. Donc c'est quand même énorme. Combien de pourcents? 46%. Vous voulez me dire qu'en Guadeloupe, on a près de la moitié de notre jeunesse qui vit hors du territoire? Tout à fait, donc pour des raisons diverses et variées, pour aller travailler, pour faire des études. Mais il n'en demeure pas moins qu'on subit une double migration, puisque les jeunes s'en vont, souvent ne retournent pas en Guadeloupe, font leur vie en Hexagone ou ailleurs. Donc il n'y a pas ce renouvellement générationnel dont on aurait besoin. Ensuite, donc on a la fécondité qui baisse. Donc, qui dit... mais il y a aussi un mouvement migratoire inverse. Donc, il y a les jeunes qui partent pour vivre leur vie ailleurs, mais il y a aussi les personnes qui ont fait leur carrière en métropole ou ailleurs, qui reviennent, mais qu'elles reviennent pour profiter de leurs vieux jours en Guadeloupe. Voilà, on connaît cette expression, on vient vivre notre retraite chez nous. Voilà, donc ça fait un double mouvement migratoire. Donc notre population est vieillissante. Certes, ça n'est pas une fatalité. Il faut savoir que par exemple, 98,7% des Guadeloupéens, des seniors guadeloupéens veulent vivre à domicile. Donc ils veulent rester chez eux, parce qu'ils n'ont pas envie d'aller en structure. Et il faut savoir aussi qu'il y a une carence de structure d'accompagnement pour ces personnes. Donc ça veut dire qu'il y a toute une série d'opportunités. Exactement. Autour de ce qu'on appelle la Silver Economy. Exactement. Donc il y a énormément d'opportunités, non seulement en termes de création d'entreprises, mais aussi en termes d'emploi autour de cette économie. Donc certes, on peut créer, donc il peut y avoir de la création d'emplois et de la création d'entreprises dans tout ce qui est renouvellement de l'habitat. Donc l'adaptation, ne serait-ce que des salles de bain de nos parents ou de nos grands-parents, parce que quand ils doivent, au bout d'un moment avec l'âge, on ne peut plus lever les jambes avec autant d'agilité. Donc la mise en état des logements, par exemple, la réhabilitation des logements. Il y a tout ce qui est objet connecté pour pouvoir leur permettre de se mouvoir correctement dans leur lieu de vie. Il y a aussi tout ce qui est service à la personne, donc avec les auxiliaires de vie qui permettent en fait d'améliorer le quotidien des personnes âgées. Sous nos latitudes, on a encore recours à la solidarité familiale, mais par rapport au phénomène migratoire que je vous ai expliqué, on constate qu'en Guadeloupe, presque une famille sur 3 a des enfants à l'extérieur, une personne âgée a beaucoup d'enfants à l'extérieur, mais peut-être peu de personnes ressources en Guadeloupe. Et ça augmente la charge mentale de celui ou celle qui reste. Bien sûr, puisqu'il est tout seul, puisqu'il y a un déficit d'aidants. Les jeunes partant, il reste souvent un frère ou une sœur sur qui tout repose. Donc ce sont les aidants familiaux et ça peut être compliqué au quotidien. En termes de métier, il y a tout ce qui est en lien avec la santé. Donc le soin à domicile, la télémédecine qu'on peut développer. Mais il y a une nécessité aussi
de former, parce que c'est certes un secteur qui est pour, je vais chercher mes chiffres. Oui, parce que ce sont des chiffres qui sont très parlants. Tout à fait. Je crois qu'il faut les indiquer et voir derrière qu'est-ce que ça peut provoquer, pourquoi pas comme vocation. Voilà, donc il faut savoir qu'il y a 3500 entreprises au niveau national qui s'occupent du mieux vieillir en France, dans tout ce qui est Silver Economy. Donc c'est des chiffres qui ont été donnés par la Fédération des services à la personne, et ça constitue un vivier de 800 000 salariés. Donc ça n'est pas négligeable. Donc sachant que la population française et singulièrement la nôtre vieillit, ça reste un secteur qui est pourvoyeur d'emplois. Donc ne travaille pas dans la Silver Economy qui veut, par exemple, ne serait-ce que pour le service à la personne, il convient d'être formé. Or, Pôle emploi constate par exemple que seulement 4% des formations en lien avec le service à la personne sont pourvues. Donc on peut vieillir bien, on peut accompagner le vieillissement de la population, même si toutes les personnes qui sont vieillissantes ne sont pas forcément dépendantes. Il y a des personnes âgées qui sont très actives, donc on peut développer tout ce qui est loisirs. Donc loisirs, sorties, tourisme. Il y a celles qui sont dépendantes, donc qui auront des besoins beaucoup plus accrus que les autres. Mais il faut aussi garder à l'esprit qu'il y a une précarité sanitaire en Guadeloupe, dont on doit une précarité sanitaire et aussi une précarité sociale, puisque les niveaux de revenus ne sont pas les mêmes chez nous qu'en France, par exemple. Alors quand vous nous dites une précarité sanitaire, de quoi parle-t-on exactement? Ne serait-ce que là, un simple accès aux soins. Il manque des médecins en Guadeloupe. Il y a souvent les personnes âgées vivent dans des secteurs qui sont isolés. Elles ne savent pas qu'elles peuvent bénéficier, ne serait-ce qu'un de transport conventionné pour pouvoir aller faire leurs soins. Donc il faut aussi faire circuler l'information. Donc peut-être que parfois, comme c'est compliqué de se déplacer parce que la personne âgée, elle ne veut pas déranger ses proches pour pouvoir l'accompagner chez le médecin, elle renonce aux soins. Et on garde bien à l'esprit que dans notre département, les personnes âgées ont quand même une santé plus précaire qu'en métropole, ne serait-ce que par des affections de longue durée comme le diabète, l'hypertension ou autres, qui fragilisent déjà nos populations. Donc il faut garder tout ça à l'esprit. Donc la précarité sanitaire, c'est une réalité. On a quand même des problèmes de santé beaucoup plus prégnants qu'en métropole. Il faut savoir que 8,9% de la population reçoit un traitement pour le diabète. Ça n'est pas négligeable. Et on a une population pour laquelle le diabète reste une pathologie qui a quand même un pourcentage élevé dans notre département. Oui, quand on a des populations afro et indo-descendantes où on sait que voilà, il y a certaines prédispositions, je parle sous le contrôle des infirmières, des prédispositions génétiques à ce qu'on a cru comprendre, ça explique tous les défis auxquels notre population doit faire face. Exactement. Quelques données supplémentaires qui peuvent nous aider à comprendre toutes ces opportunités autour de la Silver Economy en Guadeloupe. Que ça reste un vivier d'emploi. Qu'on peut créer de l'emploi dans le transport pour les personnes âgées, la communication, mais surtout le service à la personne, puisque le service à la personne, c'est vraiment, je pense, un secteur qui est porteur pour l'avenir, qui peut créer de l'emploi, sachant que la population, elle est vieillissante, donc ça reste quand même logique qu'on puisse former des jeunes ou des moins jeunes dans ce secteur d'emploi. Donc il existe plusieurs formations. Donc il y a la formation d'auxiliaire de vie, donc ADVF, qui est dispensée aussi également ici. Il y a des bacs pro qui sont dispensés dans certains lycées, donc le bac pro SAPAT, donc service à la personne et territoire. Il y a le bac pro ASSP et aussi toute une série de CAP pour les personnes qui souhaitent se professionnaliser. Après, on peut évoluer un peu plus en BTS et autres, mais il est important de se former, quoi qu'il en soit, pour le service à la personne. Très bien. Merci beaucoup, Christina. Et là, on comprend la nécessité d'adapter l'offre de formation présente sur le territoire, aussi qu'on soit sur quelque chose qui réponde beaucoup plus aux besoins du territoire et pourquoi pas créer les métiers de demain. Je me retourne vers Laetitia, Christophe. Ça vous parle tout ce que Christina vient de nous expliquer? Vous voyez comment on peut innover aussi, même avec le numérique comme vous, dans un domaine pareil?
Oui, absolument. Aujourd'hui, d'ailleurs, le rapport Ma Santé 2030 de la DGOS, la Direction Générale de l'Offre de Soins, met en exergue les chiffres que Christina nous a donnés. Aujourd'hui, effectivement, il y a énormément de sujets sur lesquels on peut créer des solutions et qui seront porteurs d'emploi par la suite. Parce qu'effectivement, la population est vieillissante. Nous avons des pathologies comme le Covid qui se rajoutent à la population vieillissante, aux maladies chroniques que nous avons déjà. Et effectivement, c'est un vrai sujet parce que lors de la dernière pandémie, on a bien vu que le social, le sociétal est lié à l'économie. Donc, c'est un sujet vraiment mondial. Ah oui, et de l'innovation aussi dont il faut faire montre, me semble-t-il. Ça vous parle, Joël Badralou, tout ce que Christina vient de nous exposer. Je vous sais que, comme moi, très attachée à vos parents et c'est toujours un peu compliqué de les voir vieillir. Oui, ben, ça fait partie des raisons pour lesquelles je suis rentrée d'ailleurs, pour être présent. Et ça, oui, ça a fait écho, parce que je pense à tellement d'amis qui sont partis, on est partis faire nos études et beaucoup ne sont pas rentrés. On est quelques-uns à être rentrés pour s'occuper des nôtres et ce serait bien qu'il y en ait encore plus. Oui, tout à fait. En tout cas, maintenant, tout dépend de cette volonté politique et socio-pro aussi de pouvoir mettre en musique une série d'opportunités, notamment commencer par la formation et je crois qu'au niveau de l'innovation aussi il y a des choses intéressantes qui se passent, peut-être favoriser, moi je pense à quelque chose que j'ai vu en Floride, ce sont des résidences de seniors. Oui. Et Christina nous disait qu'en Guadeloupe, bon, ça ne fait pas partie de notre culture d'aller en EHPAD par exemple, en plus ça coûte très cher, les gens aiment être autonomes, veulent pouvoir avoir une vie de famille et une certaine liberté. Ils ont l'impression qu'on leur enlève tout ça une fois en structure. Donc peut-être qu'il y a des choses intéressantes à creuser dans ce sens. Avis aux investisseurs et aux entrepreneurs en herbe. En tout cas, merci beaucoup Christina pour cette première chronique. On va continuer durant les semaines à venir, cette saison avec vous sur ces thématiques famille, parentalité aussi, toujours sous cet aspect analyse socio-économique et je crois que ce mois d'octobre est vraiment propice à cela. Alors, pour terminer, chères téléspectatrices et chers téléspectateurs, nous allons découvrir Amanda et son invité qui nous ont enregistré une capsule où Amanda nous fait partir à la rencontre de Maïka Radjouki, alias Maïs Cuisine. Je suis sûre que vous l'avez vue sur les réseaux sociaux. Elle a un amour pour le giroumon et la banane plantain qui est très communicatif. Magnéto. Bonjour tout le monde, malheureusement je ne serai pas présente avec vous les filles pour cette rentrée, mais j'ai tenu quand même à interviewer Maïka alias Maïs Cuisine qu'on aura tout à l'heure via Skype, donc on va l'appeler. Bonjour Maïka, comment ça va? Bonjour Amanda, ça va? Ça va bien, merci. Alors, je suis très heureuse de te recevoir sur le plateau des experts au féminin. Alors, on te connaît sous le nom de Maïs Cuisine sur les réseaux sociaux. Et récemment, tu as lancé ton livre. Alors, parle-nous un petit peu de ton livre. C'est ça, donc là c'est un livre intitulé Nounoun et Maïs en cuisine sur la thématique du giroumon. Donc c'est un livre qui s'adresse aux enfants, mais pas que, puisque les parents vont pouvoir accompagner les enfants justement dans la réalisation des recettes. Et ce n'est pas juste un livre de recettes, puisque Nounoun, qui est mon fils, raconte une petite histoire autour du giroumon et de ses aventures en cuisine avec moi. J'allais te demander qui est Nounoun, mais c'est ton fils. Alors pourquoi le giroumon? Parce que je sais qu'il y a une petite histoire derrière le giroumon. Dis-nous pourquoi tu as choisi.
Alors, le giromon, c'est un légume que je détestais il y a encore quelques temps, hein, très peu de temps même. Et depuis que j'ai découvert ce légume, je le mets à toutes les sauces. Et du coup, j'ai vraiment voulu partager cette expérience puisque vraiment, je découvre que le giromon est un légume délicieux et qui s'accommode vraiment dans plusieurs recettes, aussi bien sucrées que salées. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai voulu commencer par ça. D'accord. Alors, c'est vrai que quand moi, je te connais en tout cas à la tête de la Villa Comès, avec tes ateliers, avec ton ouvrage qui vient tout juste de sortir. À quoi peut-on s'attendre avec l'ouvrage et la Villa Comès? Est-ce qu'il y aura un petit truc ensemble? Alors, il est prévu là prochainement des ateliers pour faire découvrir justement quelques recettes de l'ouvrage et aussi donc pourquoi pas faire des échanges avec les abonnés qui ont déjà commencé à acheter ce livre pour qu'on puisse voir qu'est-ce qu'ils pensent des recettes qui ont été proposées et pouvoir proposer des rencontres autour de ce livre. Mais ça, c'est à venir. On y réfléchit. Ok, alors pour l'édition de ton livre, on sait que tu t'es associé à The Flamboyant Agency qui édite aussi Foodil. Alors c'est important pour toi de t'associer justement avec des expertes locales? Oui, c'est important pour moi déjà parce que pour la petite histoire, Mylène de The Flamboyant Agency a été ma formatrice il y a quelques années et c'est un peu elle qui, je dis que c'est mon mentor au niveau de tout ce qui est storytelling, une façon de raconter une histoire sur les réseaux sociaux. Donc c'était important pour moi de travailler et avec Mylène et avec Jessica puisque Jessica, c'est avec elle que j'ai commencé aussi mes ateliers dans le cadre des ateliers Foodil. Donc oui, c'était évident pour moi que ça soit une continuité et qu'elle m'accompagne pour ce nouveau projet. Alors, où peut-on se procurer ton livre ? Alors, pour la commande, il faut aller sur foodilmedia.com et il y a plusieurs points relais qu'on retrouve sur le site pour pouvoir récupérer le bouquin, donc y compris à Villa Comès. Il y a Maxenso, entre autres, Boudin de Saint-Félix, à Jarry. Donc voilà, mais il y a toute la liste des points relais sur le site et sachant que la livraison est aussi possible par voie postale. Super, génial. Alors, du coup, avec cet ouvrage, est-ce qu'on te verra sur des points de vente pour pouvoir signer des petits autographes? Alors, dis-nous un petit peu si, en exclusivité, si on te trouvera un de ces quatre à la librairie ou ailleurs. On y travaille, donc là la maison d'édition est justement pour parler avec deux librairies locales. Donc je n'hésite pas encore puisque rien n'est encore fait, mais on espère que ça aboutira et qu'on pourra proposer des séances de dédicaces et de rencontres quand tout sera OK. Super, merci beaucoup Maïs. On a l'habitude de t'appeler comme ça. Maïs aussi qui est cofondatrice d'Happy Mummies et d'ailleurs je tiens aussi par la même occasion à souhaiter la bienvenue à Christina Filetas qui, Maïs et elle se connaissent très bien par rapport à l'association de Happy Mummies. Et puis j'espère te revoir bientôt pour la suite et puis je t'embrasse et on se voit très bientôt. À très bientôt, merci. Voilà, très belle découverte d'Amanda qu'on remercie et qu'on retrouve la semaine prochaine. Maïs en cuisine, on le disait en rigolant tout à l'heure, c'est une longue histoire avec Christina. Christina, vous serviez de cobaye, c'est ça ? Oui, Maïka et moi sommes amis et puis du coup on a eu l'occasion de tester certaines choses et de faire des ateliers. C'est la seule personne qui a réussi à faire mon fils manger de la banane jaune en pain. Donc elle avait fait un pain à la banane qu'il a dégusté. Oui, qu'il a dégusté sans s'en rendre compte que c'était de la banane. Je suis vraiment contente pour elle. Bon, je vois Joël Badralou qui se frotte les mains déjà. Ah bah oui, non, mais ça a l'air très alléchant tout ça. Donc c'est bon.
En plus, très bien. Je confirme parce que je crois c'était l'an dernier, en juillet, l'année dernière, on était à la Villa Commerce, on s'est retrouvés autour d'un brunch qu'on avait confectionné nous-mêmes et je me souviens d'un pain perdu au Giromont. La confiture de Giromont, c'était super bon. C'était très très bon. Non, là, Noël n'est pas encore là et donc on va éviter de penser à des choses un peu pas trop raisonnables, mais en tout cas, bravo à Maïka Radjouki pour cet ouvrage et surtout on souligne l'accompagnement de nos amis Mylène et Jessica. On parlait d'expertes, de personnes qui connaissent leur métier. On en a encore une très très belle preuve. En tout cas, mesdames, je vous remercie. Une belle émission de rentrée pour cette saison 2 qui, je crois qu'on a pas mal de choses intéressantes à continuer à expérimenter. Et chères téléspectatrices et téléspectateurs, vous pouvez nous retrouver sur nos réseaux sociaux, le Facebook, et puis nouveauté cette saison, on a un Instagram dédié les experts au féminin et ce n'est toujours pas les expertes, n'en déplaise à certains et certaines, les experts au féminin et vous pouvez aussi nous retrouver avec le hashtag rendez-vous chaque lundi soir à 20h10 toujours sur Éclair Télé. À bientôt.